Bonjour à tous, merci à tous d'être si fidèles dans votre écoute de mon podcast. Je vous rappelle son nom, Aventure Business, qui vous tient compagnie chaque semaine le jeudi. On en est à notre 10e épisode d'aventure de mes différentes expéditions, où j'essaie de faire le lien entre les expéditions, les galères, les préparations, les joies, les rencontres et le monde du management et du business. Et j'ai fait un peu évoluer le concept récemment en interviewant une fois par mois un invité rencontré dans ma vie qui a une histoire étonnante à partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'interviewer Monica Nicole, qui en plus d'avoir une belle famille, en plus d'être un peintre accompli et un professeur de dessin passionné, a entrepris il y a quelques années un projet étonnant dont elle va nous parler. Monica, qui es-tu ? Bonjour, je suis Monica Nicole, mère de famille, comme Christian vient de le dire. Je suis née au Maroc, donc française née au Maroc, grandie au Maroc. Nous avons fait pas mal d'expatriations avec mon mari au Mexique, au Brésil, aux États-Unis et maintenant à Londres. J'ai été dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans la finance, sur les marchés financiers, donc un métier assez actif niveau adrénaline. Et je me suis donc retrouvée mère de famille lors des expatriations, ce qui m'a permis également de me consacrer à ma passion, qui est la peinture, et en faisant des expositions et en donnant des cours de dessin à présent à Londres. Monica, d'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai redécouvert la passion du dessin et du charcoal et que sous ton coaching avisé et ta tolérance vis-à-vis de nos erreurs, tu nous permettent de nous développer des passions en plus du boulot. Donc, merci pour ça. Mais on va pas parler d'art aujourd'hui, Monica, pour une fois. On va pas parler de ce qui te rend si heureuse. On va parler d'un projet que tu as accompli il y a quelques années, à l'aube de tes 48 ans. Tu as eu une révélation qu'il fallait que tu te mettes à courir. Explique-nous un petit peu comment c'est né. Alors, cette passion, cette envie, ce déclic est venu aux États-Unis. Il faut déjà dire qu'aux États-Unis, c'est un pays où les personnes sont très sportives et des personnes de tout ordre, de tout âge, de toute corpulence. Donc, ça décomplexe pas mal au niveau du sport. Le déclic est réellement venu de mon mari, en fait, de Guillaume, qui un jour était rentré d'un voyage d'affaires en disant « je me suis inscrit à un marathon ». J'ai dit « ah bon, un marathon ?» Enfin, je ne savais même pas ce qu'était une distance marathon. Et je l'ai vu courir sous la pluie, de jour, de nuit, des kilomètres. Et je me demandais, en fait, qu'est-ce qui le faisait courir autant, après quoi il courait. Quand nous avons été à Chicago, donc le voir courir pour son marathon, ça a été vraiment un déclic et une révélation pour moi parce que j'ai toujours pensé que pour courir un marathon, il fallait être un athlète averti, confirmé. J'ai toujours pensé qu'il fallait être vraiment jeune pour courir un marathon. Et ça a été un vrai déclic, une vraie révélation parce que j'ai vu des unijambistes courir ce marathon de Chicago. J'ai vu des femmes d'une certaine corpulence rire en allant chercher leur dossard. C'était la fête. Et je voyais les gens fatigués mais tellement heureux que j'avais envie d'être de l'autre côté de la barrière et de courir avec eux. Donc pour moi, ça a été un vrai déclic. Donc ce déclic, ça t'a donné envie de courir un marathon. Alors ce déclic, déjà, je dois commencer par dire que j'aime les défis. Donc j'aime commencer quelque chose que je ne connais absolument pas de zéro. Et là, c'était vraiment le cas. Je n'avais absolument jamais couru de ma vie. Donc j'ai été voir mon mari en lui demandant « Est-ce que tu penses que j'en serais capable ?» Il savait très bien que j'avais jamais couru une minute dans ma vie. Et je l'en remercie parce que il a cru en moi avant moi. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Oui, tu en es parfaitement capable si tu t'en donnes les moyens ». Et j'ai commencé donc à courir 3 minutes sur un treadmill, enfin sur un tapis roulant. J'ai été exténuée, rouge, congestionnée. Je me dis, c'est pas possible, je pourrais jamais tenir 5 heures sur un marathon. Et bon, 1 an plus tard, j'ai couru le marathon de Chicago en 5 heures. Donc oui, j'ai tenu 5 heures. C'était ton premier marathon? C'était mon premier marathon. J'avais 45 ans. Je me suis dit, pour mes 45 ans, je vais m'offrir un marathon. Pourquoi Chicago? Parce que c'est le marathon le plus plat au monde. Donc, entre guillemets, le plus facile. D'accord. Et donc, tu es sortie blessée de cette première expérience? Non, je suis pas sortie blessée. Ça m'a donné envie nous vivions à New York à l'époque, donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire le marathon de New York. Donc l'année suivante, j'ai couru le marathon de New York en un peu plus rapide, 4h30. Et puis ensuite, je me suis dit, j'avais envie d'un défi un peu plus fou. Je me suis dit, je vais pas encore recourir à un autre marathon sur bitume. Donc j'étais un peu prise au jeu de l'adrénaline, au jeu des défis. Et étant née au Maroc, forcément, j'avais entendu parler du marathon des Sables.
La première fois que j'ai entendu parler de cette course, je m'étais dit, mais c'est un truc de fou. Jamais je ferai une chose pareille. Tu peux nous en parler un petit peu dans le détail? C'est combien de kilomètres et combien de jours? Le principe du Marathon des Sables, c'est une course à pied, enfin une course qui est également ouverte aux marcheurs, d'environ 245 km, 245, 250 km selon les années, qui se passe dans le sud du Maroc, dont une partie est dans le Sahara marocain, dans les dunes. Hein. C'est une course en 5 étapes sur 6 jours. Chaque étape représente une quarantaine de kilomètres. Ça varie entre 32, 33, 40. Et une étape longue. Donc sur 6 jours, il y a 5 étapes dont une longue. La longue fait entre 80 et 90 km. C'est la dernière dans la série ou c'est Non, ce n'est pas la dernière, c'est au milieu. C'est au milieu. Donc le principe, s'il y a 2 ou 3 jours d'étape normale, la longue, ensuite une étape marathon donc de 42 km et puis le dernier jour, c'est une bricole par rapport à la distance parcourue, c'est-à-dire ça peut être une quinzaine de kilomètres. Mais par contre, tu es en autonomie totale. À part l'eau, tu es en autonomie totale. Exactement. Donc la particularité de cette course, c'est que c'est en autosuffisance alimentaire. Hein, et on porte également tout son matériel sur le dos, c'est-à-dire sac de couchage, réchaud, pastilles d'alcool pour allumer son réchaud. Alors son linge, non, franchement, on ne prend pas de linge dans ces cas-là. On se débrouille avec ce qu'on a. Un t-shirt pour la semaine? Alors on a un seul t-shirt pour la semaine, oui. On a ce qu'on prend de rechange en général, ce sont les chaussettes parce que celles-ci ne doivent pas avoir de sable. En fait, on essaye de les garder le plus possible sous plastique, en sachant que des chaussettes avec du sable, c'est comme du papier de verre dans la chaussure, donc des ampoules assurées au bout de. On n'a rien de temps. Tu as eu des ampoules, toi? Oh que oui, oh que oui. Je crois que j'étais parmi les pires du camp et j'en connais la raison. C'était enfin une erreur c'était pas vraiment une erreur d'appréciation parce que j'ai fait cette erreur en toute conscience. Donc c'était pas une faute d'appréciation, c'est-à-dire c'était mon choix de chaussures qui n'était absolument pas adapté à cette distance ultra. Mais ces chaussures-là me rassuraient moralement. Donc voilà, j'avais traversé la ligne d'arrivée avec des Mizuno, aussi bien à Chicago qu'à New York. Donc je m'étais dit, jamais 203, donc je prends ces chaussures, cette même marque de chaussures. Mais elles n'étaient pas adaptées pour la course? Absolument pas. Elles étaient adaptées tout au plus pour un marathon, mais pas pour 6 marathons. Parce que le marathon des sables porte mal son nom, c'est pas un marathon, c'est 6 marathons dans la semaine. D'accord, donc tu portais ta nourriture lyophilisée, ton réchaud, ton duvet, éventuellement des paires de chaussettes protégées dans les sacs plastiques. Donc tu as un sac à dos, ça pèse combien ce sac à dos? Alors oui, bien sûr, j'ai un sac à dos avec poche ventrale. Alors juste pour préciser, l'organisation nous fournit l'eau. Donc voilà, à chaque passage de checkpoint, l'organisation nous fournit l'eau, heureusement, et puis le soir dans les tentes, mais c'est tout. Et donc, le sac à dos, pour les coureurs, il se situe en général autour de 6-7 kilos maximum. Moi, j'étais vraiment dans la catégorie lourde, on va dire, c'est-à-dire 14 kilos avec l'eau inclus. Alors, 14 kilos, c'est lourd, mais à un moment donné, c'est difficile de faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est bon pour le moral. Parce que ce qui est bon pour le moral est, de mon point de vue, aussi nécessaire. Donc, qu'est-ce que tu as emmené qui était juste ton petit doudou? Qu'est-ce que tu as dans le sac? Moi, ce que j'ai amené, qui, à mon avis, d'autres personnes n'ont pas amené du tout sur le camp, j'ai amené, par exemple, de l'adoucissant pour faire ma lessive. Donc, le 4e jour, après la longue, on a quelques heures pour ceux qui finissent un peu tôt, on a une après-midi de libre, on va dire ça comme ça, et tout le monde fait sa lessive. Enfin, non, pas tout le monde, mais disons que voilà, ceux qui veulent font leur lessive. Alors la lessive, ça se passe comment? On prend un ziploc, on met un peu d'eau, on met un peu de lessive dedans, le t-shirt, on remue que genre c'est un tambour, et puis
Et puis voilà, après on rince et on fait sécher avec une épingle à nourrice sur la tente. Ça sèche en 2 secondes. Et puis je pense que je devais être la seule à avoir pris de l'adoucissant parce que cette odeur-là, voilà, ça me plaisait. J'ai pris également des petits pots avec ma crème de nuit parce que voilà, c'est ridicule, mais dans mon sac de couchage le soir, je mettais ma crème de nuit, puis voilà. Ça, t'avais le visage brûlé et buriné par le soleil, non? Non, pas du tout, parce que avec ma casquette, avec le bœuf, c'est ce tube de coton qu'on se met autour du cou et qu'on remonte jusqu'au nez avec mes lunettes lyophilisées, mon visage n'était quasiment pas exposé. D'accord. Donc ça, à ce niveau-là, ça allait. C'était plus les bras qui, eux, j'avais des manches courtes, voilà, bon, j'aurais dû porter des manches longues, je crois qu'aussi, si je le refaisais, mais je vais pas le refaire, c'était bien trop dur, mais disons que si j'avais eu à le refaire, j'aurais des manches longues. À un moment donné, la chaleur était quand même vers 50 degrés, et j'ai commencé à avoir des cloques sur tous les avant-bras. Okay. Donc, et pareil, les jambes, t'étais avec un short court ou bien... Un short court, parce que j'ai toujours couru en cours, qu'il fasse chaud ou froid. Donc là, t'étais pas brûlé sur les jambes? Non, ça allait. Les bras, oui. Les bras, et oui. Forcément, dès la première ou deuxième journée, tu t'es dit, c'est pas possible, je suis embarqué dans cette histoire, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que tu as eu l'idée d'abandonner? Alors, j'ai eu l'idée d'abandonner tous les jours. Hein. Tous les jours, c'était, je me disais, il faut que je tienne jusqu'à ce soir déjà. Au moins, voilà, si je fais une étape, c'est honorable. Si je fais 2 étapes, c'est honorable. C'était vraiment au jour le jour. Lors de la longue, j'ai abandonné. Alors abandonné sans, oui, j'ai été voir les organisateurs en disant je ne peux plus, j'abandonne, mais je n'ai pas rendu mon dossard. Hein. Je me suis assise et puis là, je me suis flagellée mentalement pour repartir, mais vraiment flagellée. Hein. Est-ce qu'il y a un soutien entre coureurs? Est-ce que les coureurs se tirent la main, se tiennent par l'épaule quand il y en a un qui a un moment de doute et un moment de faiblesse? Est-ce que l'autre le aide ou chacun pour soi? Non, on s'aide. C'est-à-dire quand on voit que quelqu'un souffre, on lui prend la main, on lui donne une pression et on continue notre chemin. Et ça donne une bouffée de chaleur et d'électricité positive et on a envie de repartir. Ou alors les organisateurs sont là pour nous dire c'est pas très loin, continue. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils mentent toujours sur la distance et je les remercie parce qu'ils te disent donc c'est juste là, c'est juste au bout. Et puis le juste au bout, c'est plusieurs kilomètres évidemment. Il fait chaud tous les jours. Alors, oui, le corps est soumis à de très fortes amplitudes. Ça peut facilement baisser jusqu'à 0. Alors, je pense pas que quand j'y étais, ça baissait jusqu'à 0, mais facile, quelques degrés, pas plus. Et ce que j'ai connu, c'était 50 ou 52 degrés, je crois. C'était une journée brûlante. Et nous marchions sur des pierres, on avait l'impression de marcher sur un volcan, quoi. C'était brûlant. D'accord. Et donc il y a une assistance médicale tous les soirs à l'étape. Tu peux aller faire montrer tes pieds à un infirmier ou un médecin. Tu peux te faire ausculter pour voir si t'as pas pris une insolation. Ou... Ah oui, mieux que ça. C'est-à-dire à chaque passage. Donc il y a des passages tous les 10-12 kilomètres où on nous donne notre ration d'eau. Et ils nous comptent également, donc c'est très bien sécurisé à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle une infirmerie, enfin qui est une tente avec des médecins bénévoles qui vérifient nos pupilles, voir si on n'est pas déshydraté, qui ont ce qu'il faut pour faire pas des injections, mais des perfusions de réhydratation. Et le soir, il y a au bivouac, il y a ce qu'on appelle la clinique. Malheureusement, moi, j'allais à la clinique tous les soirs. J'étais vraiment pas favorisée au niveau des pieds. Et puis là, ils traitent les ampoules et puis plus si nécessaire. Et quand tu repars le matin, tu as les ampoules à vif qui ont plus ou moins été reposées pendant la nuit dans le duvet. Et ça doit être horrible les 5 ou 6 premiers kilomètres, non? Alors, oui. Oui, je voudrais pas non plus traumatiser les auditeurs, mais j'ai énormément souffert des pieds. Et juste pour donner un exemple, c'est que après la longue, notamment, ça a été un désastre. J'avais d'énormes ampoules sur les talons, sous la plante des pieds, entre les doigts de pied, et sous ces énormes ampoules, il y avait d'autres énormes ampoules remplies de sable. Et donc, dans les 2 pieds, et les infirmières ont dû me découper la peau de la plante des pieds à vif, parce que voilà, il n'y a pas d'anesthésie, évidemment. Et c'était une torture. Donc, on devrait dire aux auditeurs que si vous avez un sentiment d'être un petit peu indisposé, vous pouvez couper le son pendant quelques minutes. Mais bon, Monica, tu es revenue de ça. Tu es revenue, tu marches normalement aujourd'hui. Tu me sembles être parfaitement en bonne santé. Qu'est-ce que tu as appris durant ces 6 jours? Alors, sur toi, pas sur le Maroc que tu connaissais sans doute, mais sur toi. Alors sur moi, on apprend beaucoup de choses sur soi. Déjà, ce qu'on apprend, c'est que quand on n'en peut plus, on en peut encore. Donc les limites sont vraiment extensibles. Et ça, c'est vraiment la plus belle des leçons. Quand on n'en peut plus, on en peut encore.
que impossible, enfin c'est pas un mot que j'adapte dans mon vocabulaire et que j'apprends à mes enfants. Tout est possible si on le veut vraiment. Alors possible ne veut pas forcément dire facile, mais en tout cas possible. Ça c'est une chose. Ce que j'ai appris aussi, c'est l'acceptation et la résilience. C'est-à-dire que je me suis rendu compte les premiers jours de la course que je pestais beaucoup. J'étais en colère. J'avais une colère en intérieur contre l'organisateur en me disant mais c'est pas possible de faire une course aussi difficile. Mais j'étais en colère parce que j'avais l'impression que mon rêve allait s'effondrer tellement la course était difficile. Et c'était un rêve que je préparais quand même depuis 1 an. Donc j'en voulais à l'organisateur. Et ça fatigue en fait d'en vouloir, d'être énervé comme ça. Et vers le 3e jour à peu près, j'ai accepté. J'ai accepté toutes les conditions de course et ça m'a énormément facilité le reste. Tu étais en paix avec l'organisateur, tu étais en paix avec le principe de courir 6 voilà. jours, tu étais en paix avec toi. Voilà, je me suis soumise donc à ces règles-là, je me suis soumise aux éléments et du coup, ça a été quelque part plus facile, en tout cas mentalement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va courir 40 km le 3e jour avant la longue, qui part pendant quoi 4-5 heures en plein cagnard? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? À quoi tu penses? Alors 4-5 heures, je corrige parce que moi c'était plutôt 10 heures avec les pieds que j'avais et je courais pas en fait. J'ai couru 1,5 km dans ce marathon des sables et puis le dernier jour avec des pieds totalement estropiés, j'ai couru les derniers 15 km. Mais pendant toute la course, donc pendant 230 km, j'ai marché. Ce qui se passe dans la tête, c'est une question qu'on m'a souvent posée, à quoi on pense? Eh bien, on pense à rien. Et dans toute cette course, je crois que c'est la partie la plus reposante, en fait, c'est que l'on pense à rien. On pense à la gestion hydrique, donc boire toutes les 10 minutes, prendre ses pastilles de sel, ajuster son chapeau, ses bâtons, des choses comme ça. Et on pense à rien. Alors, on a des flashs dans la tête, des flashs d'images, mais en tout cas, moi, me concernant, je fais pas d'analyse de situation à régler en rentrant ou de ce que, non, tu pas t'es du pas fait tout. une introspection? Non. Tu t'es pas fait une psychanalyse Du tout. individuelle? Non, du tout, du tout. Est-ce que tu t'es réconcilié avec des situations, des gens, des imperfections qui t'accompagnaient dans ta vie grâce à ça, ou t'es revenu après le 6e jour chez toi, blessé des pieds, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi? Est-ce que ton environnement t'a vu changer? Alors oui, et il y a quelque chose qui a, bien sûr, quelque chose qui a changé chez moi. Et d'ailleurs, je le dis dans les livres que j'ai écrits. Quand je reviens une semaine après à l'hôtel où j'avais laissé mon sac, je suis sidérée que la réceptionniste me reconnaisse. Et parce que en fait, j'ai tellement changé intérieurement que pour moi, enfin, je pensais que j'avais changé aussi extérieurement. T'as perdu du poids pendant cette course? J'en ai perdu beaucoup après. Alors pendant la course, pas vraiment, parce que oui, on mange pas, mais en même temps, on prend les pastilles de sel qui nous gonflent, donc on sait pas vraiment dans nos vêtements, on flotte pas forcément. Mais après, oui. Après, j'ai dû rester 1 semaine au lit parce que bon, je revenais à New York. C'était pas uniquement la fatigue, c'était le bruit environnant, c'était le retour à la civilisation, le retour dans le bruit en fait. Un jour, j'ai été à New York, donc à Manhattan, et j'ai pas pu tenir. J'étais oppressé par le bruit. Le bruit, les voitures, etc. Voitures, ah oui, c'était trop. J'ai agressé, donc j'ai pris un train. Je suis rentrée chez moi. Je pouvais pas supporter. J'avais pas envie de voir les gens. Et il y a une chose également, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut vivre avec très peu. Quand on vit une dizaine de jours, parce que la course dure 6 jours, mais le temps de s'installer au camp, puis le temps d'après, enfin, on vit avec un sac où il y a vraiment pas grand-chose dedans, eh bien, on se rend compte de tout le superflu qui nous entoure. Et quand je suis rentrée, j'ai ressenti le besoin d'ouvrir les placards et de jeter, de vider. J'avais envie de ce vide, en fait. Est-ce que ça t'a également stimulé ta relation avec l'au-delà, ton monde spirituel à toi? Donc, parfois les gens ont du mal à parler, mais est-ce que la course à pied t'a réconcilié avec l'au-delà? Non, pas nécessairement. J'irai pas forcément dans ce sens-là. Je dirais que pour moi, il y a clairement un avant et un après. Alors, je sais pas si c'est forcément au niveau spirituel, mais en tout cas, ça m'a donné une confiance en moi dingue. C'est-à-dire, je sais que je peux faire face à des situations difficiles, que j'ai la hargne pour ça, si j'ose dire, le mental pour ça.
Et c'est très rassurant. C'est très, très rassurant dans sa vie parce qu'on se dit, si on est exposé à des situations difficiles, ok, on sait qu'on a la ressource intérieure pour y faire face. Monica, tu as écrit un bouquin, tu en as dit quelques mots. Redis-nous le nom de son livre. Alors, mon livre s'appelle « Histoire d'un marathon des sables ». Quand on a fait la recherche avant cette interview, on a découvert que sur les sites dédiés à l'ultra-course, ton livre est mentionné. Donc, est-ce que tu conseillerais à des gens qui veulent s'entraîner de le parcourir avant, éventuellement, ou il faut surtout pas le faire, il faut le lire après? Alors, non, moi, en fait, j'ai écrit ce livre. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire avant de partir. Parce qu'il faut savoir que le marathon des sables est une course, enfin, en tout cas, quand je l'avais couru, il y avait absolument zéro information, à part des blogs sur Internet. Donc, soit de coureurs émérites qui vont dire que c'est génial et qui finissent dans les 20 premiers, donc aucun intérêt, c'était pas moi. Soit des coureurs qui ont abandonné, souffert et qui rechignaient contre cette fournaise. Donc, ça aussi, ça démoralise. Et puis surtout, indépendamment de ce qu'on peut trouver comme expérience vécue, je crois que ce qui est très important, c'est ce qu'on met dans ce sac à dos avec lequel on va partir. Au propre et au figuré. Et exactement. Qu'est-ce qu'on met dans ce sac à dos pour parcourir, parce que dans le désert, on peut pas dire j'ai oublié ça, je vais m'arrêter à l'épicerie du coin, il y en a pas. Voilà, il y a pas. Et donc nos portions de nourriture, etc. Et ça, c'est tellement subjectif que il y a que soi. Et en fait, c'est une inconnue qu'on doit travailler pendant l'entraînement. Est-ce qu'il y a une dernière question pour toi? Si tu devais transmettre une leçon de retour de cette course endurante et ultra, qui serait au sujet, d'un conseil à donner à l'humain qui vit, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, ça serait un mot: oser. Voilà, il faut oser. Et surtout, vivre ses rêves, c'est tellement magnifique de cocher la case quand on a vécu un rêve. Quand on a un rêve et qu'on le réalise, c'est extraordinaire. Mais il faut oser. Et surtout, et c'est ce que je dis à mes enfants, ne pas écouter les personnes qui vont vous dire non, c'est difficile, c'est de la folie, etc. Ils parlent de leur propre peur, pas des vôtres. Monica, merci en tous les cas d'avoir pris le micro et d'avoir partagé avec nous cette passion. Tu en as recouru depuis des ultras comme ça? Alors alors j'aime pas forcément refaire les mêmes choses, donc j'ai couru ensuite un 100 km. Vraiment couru ou marché? Alors là, j'ai vraiment couru pour le coup, 100 km, donc Londres-Brighton, dans la journée en 17 heures. Et c'était une course magnifique parce que j'étais bien préparée. Et là, par contre, c'est pas plat, là. C'est pas comme le marathon de Chicago. Là, ça monte et ça descend. Là, c'était dans la boue, c'était pas plat, non. Bon, quel est ton prochain challenge? À part la peinture dans laquelle tu excelles, qu'est-ce que tu as comme projet? Ou tu veux peut-être pas en parler, tu veux nous garder ça pour la surprise? Pour le moment, j'ai comme projet de faire exposer mes élèves en peinture, en dessin, voilà. Et puis sportivement, j'aimerais bien faire un trail, une randonnée, voilà. J'ai pas encore regardé, mais en tout cas, si j'ai un conseil à dire, ne pas s'arrêter sur l'âge ou sur, oser et vivre. Très bien. Mais écoutez, merci en tous les cas, Monica, d'avoir joué le jeu. Encore une fois, les auditeurs qui connaissent Aventure Business apprécient le ton, le format, pas trop long. Là, on sera un petit peu plus de 23 minutes. On essaie toujours de passer en dessous de 25. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésitez pas à me faire retour, comme d'habitude, sur LinkedIn, Christian Malissard, de tous vos commentaires et suggestions. Je suis en train de préparer bientôt un interview de quelqu'un qui, lui, a marché plus de 2000 kilomètres jusqu'à une destination avec évidemment, il y avait l'avant et l'après. Et donc, j'espère que le mois prochain, vous aurez également de l'appétit pour écouter ce nouveau témoignage. Merci Monica. Encore une fois, Monica Nicole, peintre, marathonienne des sables et surtout une personne très, très agréable avec laquelle j'ai passé ces 20 minutes. Merci à tous et à bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver Smart Conversation, mon autre podcast que je monte avec Elodie Chenol tous les jeudis. Vous tapez Smart Conversation. Et puis, vous avez également récemment le plaisir de pouvoir écouter mon propre interview fait par Gaël Aymar sur son podcast qui, lui, est mensuel, qui est beaucoup plus long, qui est un format d'1 heure, 1 heure et demie, qui s'appelle Aventure humaine. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.